Les recherches du vol MH370 de Malaysia Airlines sont devenues l'opération la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation. Son coût se situe entre 135 et 160 millions de dollars depuis sa mystérieuse disparition. Après de multiples tentatives infructueuses s'étalant sur plus d'une décennie, la technologie avancée des drones sous-marins est. Enfin, un nouvel espoir se dessine quant à la localisation de l'avion disparu sans laisser de traces. Restez ici, car dans les prochaines minutes, nous allons vous expliquer précisément ce que ce drone sous-marin a découvert. Ce que cela signifie, et pourquoi certaines personnes ne voulaient absolument pas que cette découverte soit révélée. Vol MH370. La disparition qui a bouleversé le monde, le 8 mars 2014. Cette date ne vous dira peut-être rien. Au début, ça a sonné, mais ça aurait dû. Ce jour-là, un vol de nuit ordinaire s'est transformé en une véritable épopée. Cauchemar planétaire. Le vol MH370 de Malaysia Airlines a décollé de Kuala Lumpur peu après minuit. En route pour Pékin. Il y avait 239 personnes à bord, des gens avec des familles, des histoires, des rêves, des plans. C'était un vol ordinaire, rien d'extraordinaire. Mais ce vol n'a jamais eu lieu. Ça a disparu. Sans laisser de traces, sans prévenir, sans explication. Et franchement, qui perd ça comme ça? Un avion entier de nos jours, n'est-ce pas? Nous avons tous vu des théories farfelues et des titres à n'en plus finir sur le vol MH370, mais maintenant, fini les conjectures. Après 11 longues années, un drone sous-marin nous a peut-être enfin révélé la vérité. Mais où était donc passé l'avion? Cette fois-ci? Pourquoi ne l'avons-nous jamais trouvé auparavant? Et qu'est-ce qui rend ce drone si spécial? Vous le découvrirez. Attendez-vous à être surpris, car le dernier indice qu'il a révélé pourrait bien vous époustoufler. Revenons maintenant au déroulement des événements, car c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. L'avion, un Boeing 777-2 CNCR, volait tranquillement à 35 000 pieds à 1h01 du matin. Tout semblait se dérouler sans accroc, normalement, comme dans un manuel. À 1h07, un système de données de routine appelé ACAR a envoyé ses données. Dernier message. Rien d'alarmant, juste un message classique du genre « Salut, tout va bien, direction Pékin ». Message. Puis, à 1h19, le pilote, le capitaine Zahari Ahmad Shah, a effectué son dernier appel radio. Bonne nuit, numéro 370 malaisien. Vous imaginez? C'est la dernière chose que quelqu'un puisse dire. On a entendu ça de cet avion. 2 minutes plus tard, boum, le transpondeur, qui aide le radar à suivre la piste. L'alimentation électrique de l'avion a été délibérément coupée. Délibérément. C'est ce qui rend votre. J'ai un léger frisson. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Ce ne sont pas des turbulences. Quelqu'un l'a éteint. Mais voici le plus troublant. Les radars civils l'ont complètement perdu, mais les radars militaires? Oh, eux, ils ont continué à le surveiller. L'avion ne s'est pas volatilisé. Non. Il fit un virage mystérieux vers l'ouest, traversant la péninsule malaise de part en part, volant comme s'il avait. Comme si elle agissait à sa guise. Vers 2h22, elle a été repérée une dernière fois, à environ 200 000 nautiques au nord-ouest de l'île de Penang. Et après? Silence radio. Littéralement. Pourtant, étrangement, les systèmes satellitaires ont continué à fonctionner. Captant de minuscules pings provenant de l'avion pendant des heures après. Entre 3h41 et 8h19. L'unité de données satellite de l'avion continuait de répondre aux signaux automatisés. Le dernier signal, ce qu'il. Un appel, journal sur demande, a été enregistré à 8h19. C'était probablement juste avant que l'avion ne s'arrête. De carburant, eh bien, s'est écrasé. Dans l'océan Indien, pense-t-il. Mais, penser, est le mot-clé. Je parle ici de choses que personne n'a vu se produire. Et on pourrait penser qu'avec tous nos satellites, avec des radars sophistiqués et une connectivité mondiale, ils le localiseraient en quelques minutes, non? Eh bien non. Loin de là. Les premiers jours ont été un véritable chaos. Tout le monde cherchait au mauvais endroit. La mer de Chine méridionale, car c'est là qu'ils pensaient que l'avion avait disparu. Pendant ce temps, l'appareil avait déjà dévié de sa trajectoire. L'équipe malaisienne de recherche et de sauvetage n'a même pas eu le temps de se mettre en marche. Jusqu'à 6h30 du matin, soit 4 heures après que l'avion se soit tu. À 7h24, la Malaisie. La compagnie aérienne a fait sa première déclaration officielle, mais à ce moment-là, le chaos avait déjà commencé à se profiler.
Une fois qu'ils ont compris ce détour étrange vers l'ouest, les recherches ont pris une tournure spectaculaire. En mer de Chine méridionale, les efforts se sont étendus au détroit de Malacca et à la mer d'Andaman. Mais il est vite apparu qu'il ne s'agissait pas d'une recherche ordinaire. Elle s'est transformée en l'une des plus importantes et des chasses aériennes d'une valeur inestimable. Et les chiffres? Ahurissants. On parle de 29 avions, 6 hélicoptères, 18 navires et l'aide de 26 pays. Même des satellites ont été impliqués, dont 20 provenant de Chine. Seuls. À un moment donné, ils ratissaient une zone de près de 7,7 millions de kilomètres carrés. C'est comme chercher une aiguille dans 10 meules de foin, éparpillées sur un océan infini. Le 15 mars, le Premier ministre malaisien Najib Razak s'est présenté devant le monde entier et a confirmé ce que tout le monde savait déjà. On le craignait, mais on n'arrivait pas à y croire, l'avion avait continué à voler pendant des heures après avoir disparu des radars. Les données satellitaires ont montré 2 trajectoires possibles, soit elle volait vers le nord-ouest en direction du centre, l'Asie ou le sud-ouest, jusqu'au sud de l'océan Indien. Et malheureusement, plus ils approfondissaient la question, plus elle pointait vers le sud de l'océan Indien, un endroit si reculé et si brutal que y parvenir était déjà une mission en soi. Imaginez maintenant les familles pendant tout ce temps. À Pékin, les proches se sont rassemblés dans des centres désignés, attendant désespérément des nouvelles. Des nouvelles? Certains sanglotaient, d'autres étaient en colère, tous avaient le cœur brisé. Malaysia Airlines s'est empressé de apporter un soutien, en déployant du personnel senior et des soignants, et même en offrant une aide financière. Vous savez comment vont le deuil et la confusion, rien ne semble suffisant. Et pour couronner le tout, en coulisses, la collaboration internationale connaissait des difficultés. Les pays étaient réticents à partager les données militaires, probablement pour des raisons de sécurité nationale, et les informations satellitaires ont été retardées. Et certaines nations s'inquiétaient ouvertement de la démonstration de force militaire de la Chine pendant toute la durée du conflit. Alors que le monde semblait se rassembler, tout n'était pas rose. Puis vint le 24 mars, une date qui brisa des milliers de cœurs. Après avoir analysé les poignées de main satellitaires. En gros, les signaux fantômes que l'avion a envoyés au satellite, les autorités malaisiennes ont fait une annonce déchirante. Le vol MH370 est abîmé dans le sud de l'océan Indien. Aucun survivant. Des débris ont été retrouvés. Une conclusion déchirante. Et le pire? Certaines familles n'ont même pas eu de nouvelles. Un appel téléphonique. Ils ont reçu des SMS. Imaginez perdre quelqu'un et l'apprendre par SMS. Qu'il soit parti pour toujours? C'était dévastateur. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Car s'ensuivirent des années de recherche, de spéculation, de théories et de déceptions. Les gens commencèrent à poser des questions. Des questions et de grandes questions. Y a-t-il eu un détournement? Une panne mécanique suivie d'un concours de circonstances bizarres? Les théories fusaient de toutes parts, des plus plausibles aux plus farfelues. Et honnêtement, qui aurait pu les croire? Peut-on les blâmer? Quand on perd un avion sans laisser de traces à l'ère de Google Maps et du suivi en direct, le cerveau doit bien combler les lacunes d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et nous voici donc, toutes ces années plus tard. Et l'épave? Presque rien. Quelques morceaux échoués sur des rivages lointains. La Réunion et Madagascar. Mais l'avion entier? Jamais retrouvé. C'est comme l'océan l'a englouti tout entier, emportant avec lui les réponses. Et les familles? Elles attendent toujours. J'espère toujours une conclusion. Car comment peut-on passer à autre chose après une fin abrupte? Honnêtement, le mystère du vol MH370 ressemble à l'une de ces énigmes non résolues de la vie réelle qui continuent de fasciner. Ça vous trotte dans la tête. Il ne s'agit pas seulement d'un avion disparu, il s'agit de vies. Qui disparurent avec lui, les questions restées en suspens, et l'étrange constatation que parfois, même dans notre monde ultra connecté, les choses peuvent encore disparaître du jour au lendemain. Et on ne peut s'empêcher de se demander, que s'est-il réellement passé cette nuit-là dans le ciel? Pendant 11 ans, le vol MH370 a été le plus grand. Un mystère dans l'aviation, jusqu'à présent. Un drone sous-marin vient de révéler quelque chose qui change la donne. Mais qu'a-t-elle découvert exactement? Pourquoi l'océan livre-t-il soudainement ses secrets? Et cela pourrait-il être le cas? Enfin, un apaisement pour les familles qui attendent depuis si longtemps? Regardez jusqu'au bout. Car c'est dans les derniers instants que tout finit par se mettre en place. L'évolution.
L'évolution des recherches juste après la disparition de l'avion MH370. Tout le monde s'est mis au travail, ou du moins à essayer. Mais un énorme problème s'était déjà posé. Le centre de coordination des secours aéronautiques de Kuala Lumpur n'a été activé que vers 5h30 du matin, plus de 4 heures après le dernier contact avec l'avion. 4 heures. Genre. Imaginez tout ce qui peut se passer en 4 heures. C'est largement suffisant pour traverser plusieurs régions. Pays. Le compte à rebours était donc déjà lancé, et ils étaient en retard avant même d'avoir commencé. Au début, les équipes de recherche cherchaient au mauvais endroit, dans le sud de la Chine. La mer et le golfe de Thaïlande. C'est là qu'ils pensaient que l'avion s'était abîmé. Cela a fait. Cela semblait logique à l'époque, compte tenu des premières hypothèses, mais il s'avère que ce n'était pas du tout le cas. Néanmoins, ils n'ont pas perdu de temps. Le 9 mars, soit un jour seulement après, la situation s'était rapidement envenimée. Il y avait environ 40 avions et plus de 20 navires provenant du monde entier, notamment de Malaisie, de Chine, d'Australie et des États-Unis. Scrutant les mers. Tout le monde voulait des réponses. Mais un rebondissement inattendu survint, un radar militaire fut repéré. Un signal indiquait que l'avion avait effectué un virage serré vers l'ouest, s'écartant de sa trajectoire initiale. Les recherches ont donc dû se réorienter. Complètement. Elles se sont concentrées sur le détroit de Malacca. De l'autre côté de la Malaisie. Et tenez-vous bien, le 12 mars, des responsables malaisiens ont annoncé que leur radar militaire avait repéré ce qu'ils pensaient être le vol MH370 dans la mer d'Andaman, à environ 320 km au nord-ouest de l'île de Penang. C'est à ce moment-là que l'Inde est entrée en scène. On m'a demandé de participer aux recherches dans cette région. Imaginez un peu faire partie de cette équipe de recherche, à la poursuite d'un fantôme. Une piste à travers l'océan, suivant des signaux et des indices qui pourraient ne mener à rien ou à tout. Puis, un autre tournant majeur. Le 17 mars, l'Australie a accepté de prendre la tête de la chasse dans le sud de l'océan Indien. C'était une opération d'envergure. L'autorité australienne de sécurité maritime a pris le relais. Il prit les rênes et commença à ratisser une zone incroyablement vaste, 600 000 km², entre l'Australie et l'Australie. Et les îles Kerguelen. Vous avez déjà entendu parler des îles Kerguelen? Non? Justement. Elles sont tellement isolées que le Premier ministre australien de l'époque, Tony Abbott, a décrit la région comme « quasiment nulle part ». Comme c'est possible? Je veux dire, c'est quand même flippant. Un avion disparaît et le plus prometteur. Les indices pointent littéralement vers le milieu de nulle part. Les recherches n'ont cessé de se déplacer. Les données satellitaires et les experts analysant les trajectoires de vol possibles affinaient constamment la zone. Le 28 mars, l'opération entière a de nouveau été déplacée de 1100 km vers le nord-est, se concentrant désormais sur une zone de 1850 km. À des kilomètres à l'ouest de Perth. Et il ne faisait pas que tremper les orteils dans l'eau. Les recherches en surface c'était colossal. Au moment de l'annulation, le 28 avril, ils avaient couvert 4,5 millions de mètres carrés. Des kilomètres d'océan. C'est plus grand que l'Inde. Malgré tout cela, aucune trace de l'épave. À ce moment-là, ils ont compris, si ce n'est pas à la surface, c'est forcément sous l'eau. Donc, la phase suivante commença, la plongée en profondeur, très en profondeur. Le navire Ocean Shield fut mis à l'eau. Équipés d'un localisateur de balises remorquées appelé TPL-25, ils étaient en quelque sorte à l'écoute de tout signal. Un ping provenant de la boîte noire de l'avion sous l'eau. Ils se sont concentrés sur une portion de 240 km de la côte. Au fond de l'océan, ils pensaient que cela pourrait être le lieu du crash. Entre 2014 et 2016, ils n'ont rien trouvé. Il suffit de chercher au hasard. Ils ont utilisé des techniques de sondage acoustique de pointe pour cartographier 279 000 km² de le fond des océans. C'est un territoire inexploré, et les données qu'ils ont recueillies étaient sans précédent. Du jamais vu dans cette partie du monde. Mais malgré tous ces efforts, rien n'a été trouvé. Aucun débris, aucune boîte noire, aucune pièce importante de l'avion. Pendant 2 ans, c'était comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin de la taille d'un continent. Puis, finalement, le 29 juillet. En 2015, quelque chose a changé. Un morceau d'aile, appelé flaperon, s'est échoué sur l'île de la Réunion. Un minuscule point dans l'océan Indien.
C'était le premier fragment confirmé du vol MH370. Pouvez-vous imaginer le sentiment doux amer de cette découverte? Après tout ce temps, enfin quelque chose, une découverte tragique. Une confirmation, certes, mais une confirmation tout de même. Et cela a ouvert la voie. Au fil du temps, plus de 20 autres débris potentiels ont été retrouvés sur des plages et des îles au large des côtes africaines. Et dans l'océan Indien. Chacune était comme une pièce de puzzle, contribuant à valider l'idée que l'avion s'était effectivement abîmé quelque part dans cet immense couloir océanique du Sud. Les courants océaniques ont correspondu à l'endroit où les débris auraient dérivé si l'avion s'était écrasé à l'endroit où il pensait qu'il s'était écrasé. Ainsi, petit à petit, la théorie s'est consolidée, même si l'épave elle-même n'avait toujours pas été retrouvée. Les recherches sous-marines officielles ont été interrompues le 17 janvier 2017. Elles avaient porté sur une zone prioritaire. Une zone de 120 000 km² et a dépensé la somme astronomique de 155 millions de dollars dans le processus. Imaginez un peu. 155 millions de dollars. La Malaisie a payé la plus grande partie de la facture. 58%, tandis que l'Australie en a couvert 32% et la Chine a contribué à hauteur de 10%. Tout cet argent, tout ce temps, tous ces efforts, et l'avion est resté caché. C'est déchirant. Cela ne suffit même pas à en faire le tour. Même après cela, en 2018, une entreprise privée appelée Ocean Infinity est intervenue. Ils pensaient pouvoir y parvenir. Ce que les autres n'avaient pas fait. En utilisant 8 véhicules sous-marins autonomes, essentiellement des drones sous-marins. Ils ont fouillé 112 000 km² supplémentaires. Toujours aucune trace de l'épave. Mais voilà. Même si l'avion n'a pas été retrouvé, ces missions ont révolutionné notre connaissance de l'océan Indien. Au sol. Les cartes et les données recueillies lors de cette chasse sont désormais utilisées pour tout, des recherches climatiques aux futures opérations de recherche. Cela a fait de la disparition du vol MH370 l'une des plus importantes. L'un des événements les plus glaçants et mystérieux de l'histoire de l'aviation. Cela fait plus de 10 ans que le vol MH370 de Malaysia Airlines a disparu sans laisser de traces. Et alors que le monde avait presque baissé les bras, un drone sous-marin a peut-être enfin trouvé la solution. L'affaire. Mais comment cet appareil de haute technologie a-t-il permis de découvrir ce que les satellites et les équipes de recherche ont mis au jour? Pourquoi cela n'a-t-il pas été possible pendant des années? Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Et qu'a-t-on découvert exactement au plus profond de l'océan? Restez jusqu'à la fin, car le détail final vous laissera bouche bée. Comment les drones sous-marins ont tout changé? Comment les drones sous-marins ont tout changé après toutes ces années de recherche, de suppositions? Et, espérons-le, mars 2025 a enfin apporté de véritables avancées dans l'enquête sur le vol MH370. Incroyable, non? Ça fait plus de 10 ans? Sérieusement, comment un avion entier peut-il disparaître comme ça en 2014, et pourtant? Nous n'avons pas toutes les réponses? Mais aujourd'hui, enfin, une lueur d'espoir apparaît. Le Malaisien. Après tant d'années d'impasse et de silence, le gouvernement a officiellement donné son feu vert pour une autre recherche. Et pas n'importe laquelle, oh non. Cette fois-ci, ils se sont associés à Ocean Infinity. Le même groupe qui était déjà présent auparavant. Mais voici le rebondissement qui change la donne. Vraiment intéressant, c'est une formule, pas de résultat, pas de frais. Oui, vous avez bien entendu. Uniquement chez Ocean Infinity. Ils sont payés s'ils retrouvent effectivement l'épave du MH370. Et s'ils y parviennent? Ils repartent avec un joli pactole. 70 millions de dollars. Voilà une motivation d'un tout autre niveau, n'est-ce pas? Mais le véritable atout? C'est la technologie qu'ils mettent en avant cette fois-ci. Ocean Infinity ne plaisante pas, ils ont sorti l'artillerie lourde, un monstre de vaisseau appelé le Armada 7806. Elle mesure 78 mètres de long, donc oui, elle est énorme, construite par une entreprise norvégienne appelée VAR. En 2023, c'était un peu comme un laboratoire de science-fiction flottant. Et devinez quoi? Il n'y a pas que le vaisseau. C'est impressionnant, mais c'est surtout ce qui l'accompagne. Ce navire lance une flotte de les véhicules sous-marins autonomes, ou AUV, sont tout simplement des sous-marins robotisés. Du genre de des choses auxquelles on s'attendrait dans un film futuriste. Ces drones de haute technologie ont été fabriqués par Kongsberg et
Ils sont capables de plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur et de se détendre là-dessous, à faire ce qu'ils ont à faire pendant une durée pouvant aller jusqu'à 100 heures d'affilée. Vous arrivez à vous le représenter? Imaginez un robot qui se promène le long de le fond de l'océan dans une eau d'un noir absolu, scrutant chaque rocher et chaque crête pendant des jours sans avoir besoin d'aide. Et ces AUV? Oh, ils ne se contentent pas de nager au hasard. Non, ils sont armés des systèmes sonars époustouflants. Ils sont équipés d'un sonar à balayage latéral, qui leur fournit des images d'une netteté exceptionnelle. Le fond marin, un peu comme une vision au rayon X pour le fond de l'océan. Et puis il y a les matériaux synthétiques. Un sonar à ouverture qui leur permet de détecter même les plus petits objets, et un sonar multifaisceau qui cartographie. Le terrain ressemble à un paysage de jeu vidéo 3D. Oh, et juste au cas où quelque chose serait enfoui sous des couches de sédiments? Il existe un sonar de profilage du sous-sol pour sonder les profondeurs. Sérieusement, combien? Jusqu'où ira cette technologie? C'est incroyable. Mais où cherche-t-il exactement? Un autre élément du puzzle. Ils ont concentré leurs recherches sur cette zone de 15 000 km² dans le océan Indien méridional. Et le plus incroyable, c'est que cela inclut des zones qui n'ont jamais été explorées avant. Vous vous rendez compte? Tout ce temps, et il y a encore des endroits que personne n'a examinés. La recherche actuelle s'appuie sur de nouveaux modèles de données qui ont été affinés et réanalysés au cours des 10 dernières années. Des années. C'est comme s'ils étaient revenus en arrière, avaient effacé le tableau noir et recalculé chaque formule. Et a finalement dit, d'accord, c'est là qu'il faut chercher. Les opérations ont en fait débuté en février 2025, donc les choses sont déjà en marche. Et c'est là que ça devient un peu controversé. Mais aussi assez fascinant. Un des outils qui les aide à déterminer où l'avion a pu se trouver. Disparu est un système appelé WSPR, qui signifie Weak Signal Propagation Reporté, rapporteur de propagation de signaux faibles. En gros, il s'agit d'un système de suivi des signaux radio initialement destinés aux radioamateurs. Voir jusqu'où leurs signaux se propageaient à travers le monde. Mais maintenant, certains experts. Je pense que ces mêmes signaux auraient pu permettre de suivre le vol MH370. Je sais, ça paraît tiré par les cheveux, n'est-ce pas? Mais selon cet ingénieur aérospatial nommé Richard Godfrey, il y avait 313 anomalies dans le données de signal à l'heure et au lieu estimé du vol MH370. 313. C'est un nombre non négligeable. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains pensent que les signaux sont tout simplement trop faibles pour. Cela n'a vraiment aucune signification. Alors, s'agit-il d'un travail de détective génial ou d'un simple vœu pieux? Difficile à dire. Mais c'est assurément un indice de plus sur le tableau. Bien sûr, l'océan Indien n'est pas exactement l'endroit le plus convivial pour aller fouiner. Cette nouvelle mission? Elle pourrait prendre jusqu'à 18 mois. C'est terminé. Pourquoi est-ce si long? Eh bien, pour commencer, on parle d'une zone incroyablement profonde. Certaines parties descendent jusqu'à 7400 mètres de profondeur. C'est comme essayer de sonder le fond d'un canyon, sous l'eau, l'obscurité et une météo imprévisible. Sans oublier que cette zone est très isolée. Pas de voies maritimes, pas de trafic régulier, juste des kilomètres et des kilomètres d'océan. La seule fenêtre météo favorable. Ils ont toute la période entre janvier et avril, ce qui signifie que chaque plongée doit être réussie. Mais honnêtement, qu'est-ce qui rend cette recherche différente? Qu'est-ce qui nous donne l'impression que nous pourrions? Enfin, on obtient une conclusion, grâce à la technologie. Ce n'est pas seulement qu'ils ont du meilleur matériel, c'est que ils ont perfectionné leur utilisation. Ocean Infinity peut désormais lancer plusieurs drones sous-marins. Immédiatement, ce qui est énorme car cela accélère considérablement la recherche. De plus, l'intelligence artificielle joue un rôle majeur. Ils utilisent l'IA pour analyser d'énormes quantités de données satellitaires. Modèles de courants océaniques et résultats de recherches antérieures. C'est comme si un supercalculateur menait l'enquête. Travailler aux côtés d'experts humains. Et quand on y pense, c'est quelque chose dont nous ne disposions pas depuis 10 ans. Il y a des années. C'est le genre de progrès technologique qui pourrait enfin faire la différence. Nous voici donc en 2025, avec un vaisseau qui semble tout droit sorti du futur. Une équipe extrêmement concentrée, des drones capables d'aller là où les humains ne peuvent pas, et des modèles de données construits sur des années d'expérience. Et des années de recherche.
Et soyons honnêtes, l'enjeu est de taille. Pas seulement le 70 millions de dollars, mais enfin la conclusion que les familles attendaient. Les réponses qui ont. Des gens ont été hantés pendant plus d'une décennie. Le simple besoin humain de savoir. Parce que lorsqu'un avion disparaît comme ça, qu'elle laisse derrière elle, sans laisser de traces, un vide. Non seulement dans le ciel, mais aussi dans le cœur de chacun. Qui attend un signe, une raison, une vérité. Alors peut-être, juste peut-être, que cette fois sera différente. Peut-être que cette fois, l'océan révélera enfin son secret. Ce que nous savons sur l'emplacement révélé. Bon, écoutez ça, après des années, et je veux dire. Ce que nous savons. Des années, littéralement, à ratisser l'océan comme s'il s'agissait d'une immense meule de foin sans aiguille en vue. Il semblerait que nous soyons enfin sur le point de découvrir ce qui est réellement arrivé au vol MH370 de Malaysia Airlines. Et franchement, vous vous rendez compte que ça fait plus de 10 ans? C'est dingue! Est-ce seulement possible? Cela paraît encore si récent et si déroutant, comme l'une de ces affaires criminelles réelles. Vous n'arrivez pas à vous en détacher. Du coup, tous les regards sont désormais tournés vers ce nouvel endroit ciblé, au cœur même de l'océan Indien, et croyez-moi, ce n'est pas une étendue d'eau comme les autres. Non, c'est un endroit. Ce qui rend même les équipes de recherche sous-marine les plus expérimentées hésitantes à s'y rendre. À cause du terrain là-bas? Oh! C'est incroyable. On parle de falaises sous-marines, de crêtes montagneuses imposantes, d'un volcan, oui. Sous l'eau, et juste pour pimenter le tout, un immense canyon a été ajouté comme s'il s'agissait d'une sorte de le Grand Canyon sous-marin. Et ai-je mentionné que certaines parties atteignent 6000 mètres de profondeur? C'est genre, plus de 5800 mètres? Imaginez essayer de retrouver des débris dans un tel abîme. C'est pas possible. Étonnant que l'avion soit resté caché aussi longtemps. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La zone de recherche la plus active se situe actuellement entre 1560 et 2400 km. À l'ouest de Perth, en Australie. C'est très loin. Vraiment très loin au large. Richard Godfrey, l'un des analystes travaillant sur ce dossier, affirme que son analyse désigne un emplacement à 29,128 degrés sud et 99,934 degrés est, à 30 km près. Et juste au moment où l'on se dit, ça y est, c'est forcément ça, un autre chercheur. Le docteur Vincent Lin intervient alors avec ses conclusions, qui suggèrent un emplacement légèrement différent à 33,02 degrés sud et 100,27 degrés est. C'est presque comme deux amis qui se disputent pour savoir quel café sert le meilleur café en ville. Sauf que cette fois, les enjeux sont plus importants. Sont ridiculement hautes, et le « café » se trouve à des milliers de mètres sous l'eau. Alors, laquelle est la bonne? Voilà la question à $1 million. Ou plutôt, la question à 200 millions de dollars si on compte le coût de la dernière campagne de recherche officielle. À ce propos, souvenez-vous de l'océan de 2018. Recherche à l'infini? Cette mission a couvert une superficie impressionnante de 112 000 km² d'océan. Avec une telle couverture médiatique, on pourrait croire que quelque chose aurait fini par apparaître, non? Mais non. Rien du tout. En fait, ce nouveau site présumé du crash frôlait à peine la limite de l'ancienne zone de recherche, comme s'il s'agissait d'un quelques centimètres d'écart sur une carte géante. Imaginez la frustration. Vous y consacrez tout ce temps, énergie et argent dépensés à chercher dans un domaine, pour finalement découvrir que ce que vous cherchiez était ailleurs. Probablement juste à l'extérieur tout ce temps? C'est comme lorsqu'on met sa maison sens dessus-dessous à la recherche de. Vous cherchez vos clés, puis vous les retrouvez dans votre poche arrière. Mais voilà, cette fois-ci, ils utilisent des outils différents. Nous parlons d'une approche beaucoup plus sophistiquée, utilisant une analyse de signal avancée. Et tenez-vous bien, une technologie appelée WSPR. Je sais, ça sonne comme un truc de science-fiction. WSPR signifie Weak Signal Propagation Reportée, et apparemment, il suit la façon dont les signaux radio se réfléchissent. À travers le monde, et peut-être même hors des avions? C'est là que les choses deviennent un peu controversées. Certains experts disent, oui, ça pourrait tout à fait marcher, tandis que d'autres lèvent les yeux au ciel, l'air de dire. Vraiment? Vous êtes en train de me dire que des signaux radio peuvent nous aider à retrouver un avion disparu il y a plus de 10 ans? C'est quand même assez impressionnant de voir comment une technologie qui n'a même pas ce qui existait à l'époque nous redonne aujourd'hui espoir. Peter Foley,
L'homme qui a dirigé cette immense organisation en est un bon exemple. L'ATSB a mené des recherches et il a même déclaré être optimiste. Et ce n'est pas n'importe qui. Il a supervisé une recherche de 200 millions de dollars, donc s'il dit que cela pourrait mener quelque part, c'est significatif. Vous aimeriez approfondir un peu plus le sujet, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, les débats restent vifs au sein de la communauté des experts. Comme pour la plupart des grands mystères, la méthode ne fait pas l'unanimité. Même s'ils reconnaissent la nécessité de trouver des réponses. Et voici le passage qui est vraiment sidérant. Le Dr Lin, l'autre chercheur, pense que l'avion ne s'est pas simplement écrasé sur une zone plate. L'océan. Non. Selon lui, le vol MH370 aurait pu s'écraser contre le flanc d'une pente sous-marine abrupte. Pas simplement tomber directement dans l'un de ces gouffres océaniques incroyablement profonds comme beaucoup d'autres. On l'avait supposé auparavant. C'est assez glaçant d'y penser, non? Ça ajoute une toute nouvelle dimension au mystère. Parce que si c'est vrai, peut-être, juste peut-être. L'épave est restée là tout ce temps, accrochée au bord de cette pente, enfouie sous des débris et des sédiments océaniques, juste hors de vue. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Cette nouvelle zone de recherche qu'ils ont délimitée couvre environ 15 000 km². Cela pourrait. Ça ne paraît pas énorme, mais c'est à peu près la taille de Sydney. Imaginez essayer de retrouver un avion en ruine. Une zone sous-marine de la taille d'une ville, où les routes sont en réalité des canyons et des volcans. Cela paraît impossible. N'est-ce pas? Mais pour la première fois depuis longtemps, les pièces commencent enfin à s'assembler. Cela n'a guère plus de sens. C'est comme ces documentaires sur des affaires criminelles, après des années de pistes non résolues. Un seul indice permet enfin de résoudre l'affaire. Serait-ce le bon moment? Alors maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et espérer. Espérer que les équipes reçoivent le feu vert. J'espère que les recherches se poursuivront, et surtout, j'espère que les familles qui vivent dans l'incertitude trouveront une réponse. Après tant d'années d'attente, ils obtiennent enfin la paix qu'ils méritent. Parce que, franchement, comment vous sentiriez-vous si quelqu'un que vous, l'être aimé a tout simplement disparu de la surface de la Terre et personne ne saurait dire où il est allé? Pourquoi? C'est ce qui est le plus difficile à accepter, n'est-ce pas? Derrière toute cette technologie, ces analyses. Et concernant les recherches, il y a des gens, des mères, des pères, des enfants, qui attendent encore des réponses. Alors, croisons les doigts pour que cette nouvelle zone de recherche soit vraiment la bonne. Et qui sait? Peut-être sommes-nous enfin sur la bonne voie. Sur le point de réunir la dernière pièce du puzzle, l'un des plus déchirants de l'histoire moderne. Nous arrivons ainsi au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu.